Guyane française, dès qu'on sort des sentiers battus, on entre dans le mystère. La population étant concentrée sur la côte, l'essentiel du territoire demeure inhabité. Dans ces zones difficiles d'accès, assez mal connues, toutes les découvertes sont possibles, car ce sont des milieux naturels encore préservés, où la nature nous révèle toute sa diversité. Le premier de ces milieux naturels, par la surface qu'il occupe, c'est la forêt. La forêt couvre 90% du territoire en Guyane française. C'est essentiellement des milieux forestiers avec des arbres, des zones un peu plus basses qui peuvent être des forêts, ce qu'on appelle les forêts basses le long des Inselberg. Mais en fait, ça représente quand même une large partie du territoire. Donc la forêt guyanaise est une forêt qui est assez jeune en termes d'individus. On peut dire que 50% de la forêt a moins de 70 ans. Il y aurait environ 15% de la forêt qui aurait plus de 170 ans. Ce qui reste relativement jeune, mais comparable à d'autres forêts. En fait, la forêt est ancienne par d'autres aspects. Les autres aspects, ce sont effectivement des contraintes climatiques qui ont fait qu'il y a eu des refuges. Les refuges sont soit humides, soit secs. Quand on est dans une période humide, la forêt a tendance à s'étendre à l'ensemble du territoire. Et quand on a des zones sèches, des périodes sèches, la forêt a tendance à se réduire à des petites zones, le long des rivières, le long des reliefs. On peut dire que la Guyane, durant les derniers millénaires, a subi des variations climatiques importantes. La plus grosse sur les derniers 10 000 ans, c'est entre 8 000 et 4 500 ans. On sait que la région du couloir amazonien, qu'on appelle le couloir sec, a été très sec. Le Brésil a subi des situations de sécheresse très importantes qui a fait pratiquement disparaître toute la forêt dans le Roraima. Il est très probable que la Guyane en a subi des conséquences importantes qui ont fait que les zones de savane actuelles sont certainement en deçà de la couverture qu'il y a eu à cette époque. Et on a des datations autour de 1500 ans. Là, on sait que la forêt a brûlé. On sait que la forêt avait régressé. On sait que des espèces qui aimaient les zones humides ont été réduites le long des cours d'eau, au pied des Inselberg, au pied des montagnes, ou dans les endroits plus humides de la Guyane. La côte est toujours plus humide que l'intérieur. En Guyane, il y a donc eu une période relativement sèche autour de 1500 ans. Cette période sèche a vu la réduction d'espèces comme le wapa, l'Hyperia falcata, qui était très présente sur l'ensemble de la zone que nous étudions au Nourag, et qui s'est retrouvée uniquement le long des rivières. Et elle est actuellement en phase de recolonisation. On voit très bien l'extension de cette espèce sur la zone. Et on a trouvé des charbons de bois qui attestaient que l'ensemble de la zone était couverte par les perrures. Donc cette période de sécheresse de 1500 ans a été relativement importante, au moins à l'intérieur de la Guyane. On a d'autres espèces comme l'astrocarium, le mouroumou,
qui témoigne aussi que nous sommes dans une phase plus humide depuis à peu près 1000 ans. Et ce palmier est aussi en train de s'étendre. Alors il a des particularités assez intéressantes, c'est qu'il est de sous-bois, qu'il a des périodes juvéniles très longues. On estime à 150 ans avant qu'il puisse faire des fruits. Et des moyennes de dispersion qui sont relativement limitées. Il fait des petits sauts de puce environ tous les 150 ans. Donc en fait c'est une vitesse très lente. Par rapport à d'autres espèces qui, elles, avec des grainellés, vont se disperser très rapidement, on se retrouve avec des systèmes où on a plusieurs vagues de colonisation qui peuvent apparaître après des phases humides. Dès qu'il y a une phase humide, on voit ces vagues, les graines les plus petites et les plus légères se déplaçant le plus rapidement et permettant à la forêt de reconquérir très rapidement les zones qui peuvent être sèches. Mais on n'a pas la richesse qu'on peut avoir s'il y a eu suffisamment de temps pour que toutes les vagues aient eu le temps de coloniser la zone forestière. Alors on sait aussi que la forêt, depuis 1500, et probablement 600 à 900 ans, est en phase de progression, elle est en phase d'extension. C'est les dernières mesures qu'on a faites qui ont permis de montrer, par rapport aux enregistrements de pollen dans les sols, qu'on est plutôt dans une phase humide, et c'est général aussi au Brésil, et donc la forêt est en voie de progression et d'extension. Les gens qui travaillent sur les Inselberg voient qu'il y a une colonisation progressive de ce qu'on appelle les savanes roches, qui sont des zones granitiques dénudées, et on voit la progression qui se fait d'abord par les algues, puis par les broméliacées, qu'on appelle les pitcairnia, puis les clusias, puis les myrtacées, et puis progressivement de plus en plus d'espèces qui progressent sur la forêt. Il y a des petites fleurs, pas encore ouvertes. La forêt guyanaise présente aussi une particularité par rapport aux forêts tempérées, c'est qu'elle est très riche en espèces. Ce n'est pas forcément la plus riche de par le globe. On a, pour les arbres de plus de 10 cm, au minimum 160 espèces à l'hectare, pour à peu près entre 500 et 600 individus. Pour comparer, dans une forêt tempérée, quand on arrive à 10 espèces à l'hectare, on a vraiment beaucoup d'espèces d'arbres. En forêt guyanaise, si on regarde sur plusieurs hectares, on passe très rapidement à plus de 200 espèces à l'hectare. Voilà, je vais vous montrer quelques arbres là, sur ce chemin botanique, là, qui a été surtout créé pour les étudiants et tout, qu'ils apprennent à reconnaître un peu les différentes essences forestières de Guyane. Une première approche. Ben voilà un beau wakapou. Bon, ici on a un wakapou. Ben, il se reconnaît avec ce tronc flûté, et son odeur, une légère odeur poivrée. Et, voilà. Un bois qui est beaucoup exploité en hémidisterie.
les tables, les chaises et tout, quoi. Alors Ikimoto, il se reconnaît toujours avec ses grands contreforts. Il desquame un peu comme un puzzle. Hein, ouais. C'est sucré. Et ça sent. Et ça a un goût de réglisse. Il y a un léger latex blanc, mais qui n'est pas très abondant sur le Ikimoto. Donc la forêt guyanaise est constituée d'espèces qui aiment plus ou moins la lumière, qui ont des pores un petit peu différents, qui peuvent être coniques, qui peuvent être plats, on dit tabulaires. Et ces mécanismes ont une importance fondamentale dans le fonctionnement de la forêt guyanaise. Les arbres qui sont de forme conique, un petit peu comme le cécropia, le bois canon. Donc c'est un axe vertical avec des branches horizontales qui se succèdent en hauteur. Ces arbres sont des pionniers, ils ont des formes coniques, donc ils ont la possibilité de récupérer la lumière sous toutes les directions. Ils sont très efficaces quand il n'y a pas de compétition avec d'autres individus, mais par contre, dès qu'on se retrouve avec d'autres individus qui ont des pores tabulaires, ils sont éliminés parce qu'ils ont moins accès à la lumière, puisqu'ils ont juste une petite partie qui émerge par rapport à une zone beaucoup plus large des arbres à pores tabulaires. Et donc on se retrouve avec un fonctionnement où on a des pores coniques, essentiellement au début dans des ouvertures suite à des chablis, et après ensuite on a des arbres avec des pores tabulaires qui vont faire que la forêt a une diversité assez importante en termes d'espèces qui aiment la lumière et qui n'aiment pas la lumière. Un bois vache. Qui sert à quoi? Il ne sert pas à grand chose. Un latex très abondant, d'où son nom. Ouais. Très joli quand il est en fleurs, il est tout rose. Alors là, il y a un angélique, c'est l'arbre le plus exploité en Guyane. Charpente, beaucoup en menuiserie, charpente. La scierie. Les pirogues aussi. Pratiquement toutes les pirogues en Guyane sont faites en angélique. Alors, reconnaissance, un tronc assez plucheux. L'écorce. Quand il est plus grand, il fait des contreforts un peu plus hauts. Pas pas très particulière, pas d'odeur particulière. C'est un arbre qui pousse par agrégat, par tâche. Et il y a des zones où il n'y en a pas du tout. Et de temps en temps, on tombe sur des agrégats comme ça. La plantule aura plus de chance à un endroit qui est dégagé. Une vieille piste de débardage, tout ça. Mais est-ce que c'est des arbres qui ont de l'avenir? Ça, c'est moins sûr. Un bébé. D'accord, ça c'est une plantule. Voilà, c'est un jeune. Et qui mettra. Alors s'il s'en sort, je lui donne 70 ans, 100 ans pour cette taille-là. Le non-verniculaire, c'est bougou-bougou. C'est un arbre qui a su développer une stratégie pour monter très haut avec très peu de bois. Donc, le système des poutres métalliques, hein, c'est juste des contreforts. Ouais, non, pour moi, c'est une vision personnelle. Je m'avance peut-être un peu trop, mais quand on voit sa structure, là, il est tout plat, puis il est tout haut. Par rapport à un arbre cylindrique comme derrière, là, c'est... Alors un Kimboto qu'on a déjà vu, mais un peu plus grand. Alors lui c'est pareil, hein. Bon, toujours ce latex, je ne veux pas le goûter encore, mais odeur de réglisse.
toujours ces grands contreforts. Alors, je ne veux pas vous parler des chasseurs. Parce que... Là, pour se repérer en forêt ou pour s'appeler, on tape sur les contreforts. Ça s'entend très loin. On peut parler aussi du fonctionnement actuel de la forêt. On sait qu'à l'heure actuelle, on est en ressources limitantes. C'est-à-dire que les arbres ne peuvent vivre qu'avec un certain niveau de ressources, qui sont la lumière, qui sont les nutriments, qui sont tous les composés organiques que les arbres vont utiliser pour pousser. Et à l'heure actuelle, la forêt atteint un équilibre plus ou moins, où le facteur limitant, c'est la ressource alimentaire. Alors alimentaire sous forme de nutriments et sous forme de lumière. Et pour que les arbres puissent naître, pour qu'on puisse avoir de nouveaux qui prennent leur place, il faut qu'il y ait forcément de la place. Cette place, c'est la mortalité. Alors ici, il y a un exemple d'un arbre qui est tombé, ce qu'on appelle un chablis. Il y a à peu près 1% des arbres qui tombent en forêt chaque année. Cela est dû au vent. Et là, comme c'était un dominant, il a dû avoir trop de portance au vent et il est tombé, ce qui crée une grosse trouée. Donc il en a emmené plusieurs avec eux. C'est un arbre apparemment qui avait très peu d'enracinement. Par contre, il le compensait par des contreforts pour se stabiliser, mais ça n'a pas empêché de tomber. Donc vraiment très peu d'enracinement. Comme le sol est pauvre, les racines descendent très peu basses. Il n'y a rien à manger en dessous. Et quand on voit la grosseur on comprend que ça tombe facilement. Hein. Bon, ce Kimboto qui est tombé a provoqué une grande trouée. Cette trouée va permettre un apport de lumière qui va profiter aux jeunes plantules, aux jeunes plants, comme cet angélique là, qui lui va prendre sa place. Et dans une dizaine d'années, cette grosse trouée que vous voyez sera pratiquement fermée. Les arbres ne seront pas remplacés, mais ce sera fermé. Si un arbre conique tombe, il va faire peu de dégâts, alors que si un arbre tabulaire tombe, il va faire beaucoup de dégâts. Et ça va permettre des mécanismes de régénération et de fonctionnement différents. Les ports coniques entraînent plutôt des mécanismes de substitution, c'est-à-dire qu'un petit arbre qui est dessous l'arbre, qui meurt, qui est de forme conique, qui va plutôt mourir sur pied, va laisser juste passer ce petit arbre dessous, qui va prendre sa place. Alors que si on a un arbre avec un port tabulaire qui tombe, ça va créer de grandes ouvertures et là on va avoir des phénomènes de succession qui vont permettre justement aux espèces qui avaient des formes coniques de trouver suffisamment de lumière pour pouvoir pousser et éventuellement être remplacées après par des ports tabulaires. Donc ça crée un fonctionnement assez particulier de la forêt guyanaise où 50% des morts sont dus à des morts sur pied, d'arbres qui étaient plutôt des arbres à port conique, et 50% le reste est dû à des ports tabulaires qui vont créer des ouvertures. Et ça crée une dynamique particulière qui est différente de certaines autres forêts. Les plantes en forêt ont besoin de lumière, ont besoin de nutriments. Il y a plusieurs solutions. C'est la place vide. Quand la place est vide, c'est facile. Il y a du soleil en général, il peut y avoir des éléments disponibles.
Donc c'est la voie royale, celle des arbres, on va dire. Et puis il y a la voie un petit peu détournée, c'est celle des épiphytes. On fait un peu le coucou, on se met dans un endroit où il y a un peu de lumière, où on n'est pas contraint par l'ombre des arbres, donc on essaie de germer le plus haut possible. Alors il y a des arbres qui sont favorables pour les épiphytes, ils ont plutôt des écorces rugueuses, et donc ça permet aux épiphytes de s'installer. Et puis il y en a qui sont un peu plus puissants dans les épiphytes, donc on a les clusias, qui peuvent représenter des poids assez importants. Et puis il y a le ficus étrangleur, qui est aussi notre mode d'occupation. Lui, il pousse en haut, il étrangle son support, il tue son arbre, et puis après, une fois qu'il a tué son arbre, en général, il arrive à tenir. Mais souvent, il y en a qui sont trop rapides. Ils tuent un peu trop vite l'arbre, et donc il meurt avec. Donc il y a des stratégies, il faut savoir les optimiser. Donc les ficus étrangleurs sont aussi des espèces qui peuvent vivre très longtemps, mais relativement fragiles justement par rapport à ce phénomène d'installation. Il y a d'autres solutions, ce sont celles de la couleur. Comme toutes les plantes ont de la chlorophylle qui est verte, elles absorbent dans des longueurs d'onde et certaines ne sont pas utilisées. Et il y a quelques plantes de sous-bois qui vont les utiliser en mettant des feuilles brunes, des feuilles qui tirent un petit peu sur le bleu. Et donc pour elles, c'est la possibilité de récupérer de l'énergie qui n'a pas été utilisée. Et puis il y en a d'autres qui n'ont ni la possibilité d'être en haut, ni la possibilité de changer de couleur. Et elles ont la solution, c'est d'essayer d'aller chercher la lumière. C'est ce qu'on appelle les plantes mobiles. Généralement, elles germent toutes petites au niveau du sol, elles sont minuscules. Et puis elles essaient de trouver un support, et puis elles grimpent. Alors, ça peut être des lianes, ça peut être aussi des aracées, qui vont se plaquer sur les troncs des arbres, et qui vont progressivement s'élever, et arriver suffisamment haut après ensuite, où elles vont pouvoir remettre des racines vers le sol pour récupérer des nutriments qui vont être nécessaires. Donc elles auront eu de la lumière et des nutriments après. L'interaction d'une multitude d'éléments distincts donne naissance à un écosystème. La forêt en est un, mais la Guyane nous permet d'en découvrir bien d'autres. D'un point de vue environnemental, sur la Guyane, en fait, on peut considérer qu'il y a vraiment une diversité de milieux. À partir du moment où on retrouve des zones de savane, on retrouve des forêts sur conos sableux, des marais, des zones de mangroves, des forêts de littoral, etc. Moi, je me suis plus tourné vers les zones de marais, puisque c'est là où je travaille. C'est une zone très intéressante puisqu'il y a aussi une université faunistique assez considérable, puisqu'on peut trouver aussi bien des mammifères que des reptiles, une faune avicole assez intéressante. Ce qui fait l'intérêt de ces grands marais côtiers de Guyane, c'est leur relative difficulté d'accès, souvent pour l'homme.
De vastes secteurs comme Akko ou la Pointe Béhague sont encore très, très bien préservés de ce fait-là. Et ils abritent une quantité d'animaux et d'oiseaux particulièrement importante. À la base, on a quand même le poisson, à base de ces chaînes alimentaires. Et le poisson disponible va conditionner la présence des caïmans, mais aussi de toute une faune d'oiseaux prédateurs. Les hérons sont les plus spectaculaires. Vous avez aussi certains rapaces pêcheurs. Et dans ces hérons, on a toute une gamme d'espèces, des plus farouches et peu faciles à voir, comme le héron agami qui fréquente les forêts marécageuses, les parties sombres des marais, à l'abri de la forêt. Des oiseaux très solitaires qui se retrouvent très ponctuellement sur des colonies de reproduction où là on peut les observer à loisir, comme ici. D'autres espèces sont beaucoup plus visibles, comme les grands hérons, le grand blanc, le grand héron gris, ou les petites aigrettes blanches et bleues qu'on trouve sur le littoral, c'est-à-dire sur les vasières en front de mer. Et tous ces oiseaux ont tendance quand même à se regrouper sur des sites de reproduction, des grandes colonies mixtes, comme dans celles qu'on a ici, parce qu'elles sont à l'abri souvent des prédateurs. Alors quand on visite ces marais littoraux, par exemple sur la rivière de Caux, dans la plaine littorale, on voit souvent de ces différentes espèces de hérons ou d'aigrettes disséminées dans la plaine, dans les marais ou en bord de mer, parce qu'ils sont territoriaux sur leur site de pêche. Ils s'excluent un peu les uns les autres, et puis chacun un peu à sa façon de pêcher. Les grands hérons vont pouvoir fréquenter des eaux un peu plus profondes, accéder à des proies plus grosses, les petits vont rester dans les zones plus abritées. Et pour autant, au moment de la reproduction, ces oiseaux sont beaucoup plus grégaires et se regroupent sur des colonies plus importantes, que ce soit au milieu des marais littoraux, sous la protection des gros caïmans par exemple, avec les hérons agami qui s'associent avec des savacous ou des grandes aigrettes, des cormorans, des aningas, ou alors sur la frange côtière, franchement en front de mer, dans les jeunes mangroves, où là on a des ibis rouges qui se regroupent avec d'autres petites aigrettes. C'est toujours un phénomène de coalition contre des prédateurs, de ressources d'informations aussi, parce que les oiseaux s'échangent par différents procédés des informations sur les sites d'alimentation les plus favorables, des choses comme ça. Et en Guyane, on compte un certain nombre de ces très belles colonies qui placent la Guyane à un niveau tout à fait d'importance dans cette région amazonienne pour ces espèces d'oiseaux. Une autre originalité de l'avifaune des marais de Guyane est représentée par l'oasin, un oiseau tout à fait hors du commun, qui se distingue de tous les autres par son régime alimentaire essentiellement constitué de feuilles. C'est donc quasiment un ruminant, donc qui était vraiment une grande originalité au sein des oiseaux, partagé par quelques espèces, notamment africaines, mais lui il est vraiment un petit peu en dehors du lot. Alors il ne rumine pas dans le sens où il ne mange pas ses feuilles dans le bec comme le fait une vache, mais il a toute une flore associée dans l'intestin qui lui permet de tirer profit de la végétation, ce que font pas bien entendu les autres oiseaux.
Alors ce régime alimentaire lui permet de profiter de cette ressource alimentaire qui sont représentées par les feuilles et qui sont disponibles tout au long de l'année. Et c'est pour lui une stratégie d'adaptation tout à fait particulière et très évoluée. Et les oisins aussi ont des structures sociales très sophistiquées, dans le sens où des groupes familiaux globaux se suivent tout au long de l'année. Le poussin aussi a des caractéristiques qu'on retrouve nulle part ailleurs, dans le sens où il est muni d'une petite griffe sur l'aile dans les jours qui suivent sa naissance, qu'il va perdre plus tard, et ce qui lui permet une adaptation très pointue à la fuite devant d'éventuels prédateurs dans ces marais, qui l'obligerait à quitter son nid un peu précipitamment. Et le poussin est capable de sauter à l'eau, parce que les nids sont souvent situés sur des buissons qui dominent les marais, où il y a les caïmans et toutes sortes d'autres animaux. Et le poussin est capable de sauter à l'eau, et la petite griffe va lui permettre après de remonter dans les branchages, retrouver ses parents. C'est donc là, non pas un trait ancien, mais au contraire une preuve d'adaptation très particulière. Il est aussi capable de coordonner ses mouvements à la nage avec ses 4 membres, ce qui est aussi, là aussi une originalité dans le monde des oiseaux. Alors, il y a un oiseau tout à fait incontournable qu'on ne peut pas rater quand on fréquente et qu'on visite les marais côtiers de Guyane, c'est le jacana. Un autre oiseau des milieux aquatiques qui, comme les talèves, est adapté à marcher sur la surface des plantes aquatiques flottantes du fait de l'extension considérable des doigts de ses pieds. Et comme il est assez léger, il peut marcher comme ça sur les nénuphars et les herbes flottantes. Ce qui lui permet d'accéder à toutes ces ressources de petites larves d'insectes ou de petits escargots qui sont à la surface de l'eau. Jacana aussi est original dans le sens où la femelle s'accouple avec plusieurs mâles, lesquels mâles sont en charge par la suite de l'incubation et de l'élevage des jeunes. Donc une femelle est responsable à une sorte de groupe de mâles qui lui sont dévoués. Une façon de faire qu'on retrouve chez certains oiseaux d'eau des milieux tropicaux. Alors le plus gros canard des marais et des cours d'eau de Guyane et d'Amazonie, c'est le canard musqué. Un très gros canard très sombre avec des gros patchs blancs sur les ailes, le mâle un petit peu plus gros que la femelle encore. Et c'est cette espèce qui est à l'origine de la forme domestique du canard musqué qu'on a maintenant chez l'homme un peu partout. Comme pas mal d'espèces de canards des milieux tropicaux, cette espèce elle niche en dehors de l'eau. Elle va trouver des cavités dans les gros arbres qui bordent les plans d'eau pour déposer ses œufs. Les poussins après vont sauter à l'eau et vont après continuer leur vie sur les marais du littoral. Alors d'un point de vue géologique, il faut savoir que les marais occupent surtout la zone du littoral.
L'océan occupait en fait la zone du littoral et notamment toutes les savanes il y a bien longtemps. Au fur et à mesure, donc, cet océan-là s'est retiré et a formé donc, des dépôts alluvionnaires qui après ont été comblés par de l'eau de crique ou les eaux de pluie. Tout cela a participé à la formation des marais littoraux. De manière générale, d'un point de vue botanique, sur les marais littoraux, on retrouve deux grandes familles, hein, les Aracées, pour donner l'exemple du Mukumuku, qui fait partie intégrante du régime alimentaire de l'Oisin, mais aussi la famille des Cyperacées avec le jonc qui constitue les prairies que l'on peut trouver sur toute la zone littorale de Guyane. Une des caractéristiques des marais du littoral guyanais, c'est aussi ce qu'on appelle les prairies tremblants, c'est-à-dire un amas de matière organique en surface de l'eau, hein, qui en fait à terme peuvent participer au comblement des marais. Il faut savoir que tous les marais littoraux sont voués à se combler avec le temps, puisque la végétation aquatique est là pour l'envahir. Hein. Donc l'homme peut entretenir ces marais de sorte à ce qu'ils ne se comblent pas, notamment de par le faucardage, c'est-à-dire le retrait et le fauchage de toutes les plantes envahissantes. Donc entretenir les marais, c'est aussi maintenir et préserver le patrimoine culturel et écologique de ces zones sensibles. Les écosystèmes ne sont pas tous des zones sauvages. Le littoral guyanais est aussi un écosystème bien spécifique. Sa situation géographique en fait une terre d'accueil pour de nombreuses espèces d'oiseaux, dont certains sont particulièrement surprenants. Parmi les oiseaux originaux que nous pouvons voir sur le littoral guyanais, il y a le bec en ciseau, qui est une espèce vraiment étonnante. Donc on la voit en volée avec la mandibule inférieure qui trempe dans l'eau pour attraper des petits poissons et différentes petites proies. Donc par exemple cette espèce, on ne connaît pas bien sa zone de reproduction, sa zone d'hivernage. On observe en Guyane cette espèce en grand nombre, on a observé jusqu'à près de 10 000 individus. Et c'est encore une espèce qui est très peu étudiée en Guyane et pour laquelle on a assez peu d'informations, notamment pour la population que nous trouvons ici. Donc comme vous pouvez le voir, le littoral guyanais est un milieu qui est vraiment extraordinaire. On parle souvent de la Guyane au travers de la forêt amazonienne et c'est vrai que la forêt c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de biodiversité. Mais le littoral c'est également vraiment intéressant pour de nombreuses espèces et plus particulièrement pour un groupe d'espèces qui est assez peu connu finalement du grand public. C'est un groupe qu'on appelle les limicoles. Alors les limicoles ce sont en fait des échassiers
des petits oiseaux qui font des migrations extraordinaires et qui utilisent le littoral guyanais soit comme zone d'hivernage, soit comme halte migratoire. Comment est-ce que ça marche en fait et pourquoi ces limicoles viennent en Guyane? Le littoral guyanais est vraiment très particulier, il a une évolution, une dynamique qui est quasi unique au monde et des bancs de vase arrivent le long du littoral. Ces bancs de vase, c'est en fait l'origine des sédiments. L'Amazone déverse à peu près 280 millions de mètres cubes de sédiments, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc ces sédiments se transforment en bancs de vase qui sont sur la bande côtière et ces bancs de vase sont en fait le lieu de reposoir mais surtout le lieu de nourriture de tous ces oiseaux nord-américains qui viennent. Les oiseaux se reproduisent, les fameux petits limicoles dont je vous parlais tout à l'heure, se reproduisent principalement au niveau du biome arctique. Le biome arctique, en fait, c'est toute la région proche de l'Arctique, c'est principalement le Canada, l'Alaska. Et ces oiseaux qui se reproduisent dans la toundra, dans un milieu très froid, sont présents dans ces zones de l'Arctique à une période où la température est plus clémente et où il y a beaucoup d'insectes et beaucoup de nourriture. Lorsque l'hiver commence à arriver, les oiseaux ne pourraient pas rester là-haut, donc forcément ils vont plus au sud et ils descendent le long du continent sud-américain. Les oiseaux donc arrivent, s'arrêtent dans la baie de Fundy, donc qui concentre les oiseaux de à peu près toute la partie nord du continent nord-américain. À cet endroit-là, donc ils font le plein d'énergie en mangeant des crustacés. Bien sûr, la nature a bien fait les choses. Au moment où ils arrivent, ça tombe en pleine période de reproduction d'un crustacé qui s'appelle la chorophie. Et les oiseaux donc arrivent à doubler leur poids en l'histoire de 8 jours. Par la suite, donc, ils se servent de cette énergie accumulée, qui sera leur essence, pour traverser, pour arriver sur les côtes du Suriname et de la Guyane. Donc lorsqu'ils arrivent ici, il y a plusieurs stratégies. Certains oiseaux restent en Guyane durant une grande partie de la période hivernale. Donc ils arrivent au mois de juillet, août, septembre et ils vont rester jusqu'au mois de mars, avril pour après repartir donc dans les contrées nordiques. Mais il y a également d'autres espèces qui ne s'arrêtent pas simplement à la Guyane française et qui continuent plus au sud. Alors c'est assez extraordinaire, on peut citer le cas d'un bécasseau maubèche par exemple, qui est un des petits limicoles que l'on trouve en nombre en Guyane au moment des haltes migratoires. Et en fait, cet oiseau niche en Alaska, descend passer l'hiver jusqu'en Terre de Feu, jusqu'à Ushuaia. L'année suivante, il remonte en Alaska à nouveau pour reproduire et un bref petit calcul nous a montré qu'au cours de sa vie, ce petit oiseau qui fait une quarantaine de grammes parcourt une distance qui est l'équivalent de la Terre à la Lune. Et en fait, ces oiseaux sont pleins de ressources et lorsqu'on étudie ces espèces, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et la Guyane accueille vraiment un nombre très important et a un rôle primordial dans la migration de ces oiseaux. En matière de découverte, la Guyane se révèle être la terre des possibles. On peut y faire des rencontres exceptionnelles jusque dans les endroits les plus habités. Donc là, nous sommes sur la plage de Montjoly, à quelques kilomètres de Cayenne. Et donc en fait, ces 3-4 kilomètres de plage sont un site très important de ponte pour 2 espèces de tortues marines. La plus grosse espèce de tortue marine au monde, la tortue luth,
et principalement la tortue olivâtre, qui est donc la plus petite espèce de tortue marine existante. Et on s'est rendu compte là, lors des derniers colloques internationaux qu'en fait on avait vraiment ici la plus grande concentration de pontes pour l'espèce de toute la façade ouest atlantique au niveau de l'Amérique du Sud. Donc vraiment un site d'une importance absolument primordiale. Chronologiquement, donc, au cours de l'année, donc, la première tortue qui va venir pondre sur les plages de Guyane, c'est la tortue verte. Donc, qui vient pondre d'une manière générale entre février et avril. Ensuite, donc, on va observer plutôt les pontes de tortues luth, donc à partir du mois de mars, avril, jusqu'au courant juillet, début août. La tortue olivâtre, c'est celle qui vient pondre le plus tard dans l'année, donc avec des pics qui sont observés à partir du mois de mai, juin, juillet. Donc pour toutes ces tortues, les périodes d'incubation sont à peu près de 2 mois. Ce qui veut dire qu'à partir du mois de juin, mai-juin, on va donc observer les premières émergences, donc la sortie des petites tortues qui vont donc sortir du sable et retrouver la mer. Et donc ça, ces périodes d'émergence vont s'étaler donc à partir de mai-juin jusqu'à donc septembre-octobre pour les tortues qui sont donc venues pondre en dernier. Donc ça veut dire que pour les structures qui travaillent sur les tortues marines, ça occupe quand même, malgré cette saisonnalité, donc une grande partie de l'année. Donc au niveau du suivi des pontes, au niveau du suivi justement de ces émergences, et puis donc ça nous permet aussi d'associer un important travail de sensibilisation auprès du public, puisque donc d'une manière générale, le littoral c'est la zone géographique sur laquelle se concentre, on va dire 95% de la population guyanaise. Donc bien sûr des interactions qui sont assez importantes sur ces plages, donc interactions positives bien sûr, donc de la sensibilisation qui est faite, de l'information qui est donnée. Et puis bien sûr également on doit tous un petit peu essayer justement aussi de faire face, essayer de juguler un petit peu des interactions qui sont un petit peu plus négatives. Donc sur certaines plages, de la surfréquentation, qu'il faut un petit peu effectivement gérer les personnes qui viennent sur la plage pour des activités tout à fait ludiques. Il y a également des problèmes qu'on peut observer, notamment des interactions donc avec les pêcheurs, avec la pose de filets côtiers, avec les chiens errants ou les chiens divagants qui donc peuvent occasionner d'importants dégâts sur les tortues. Également donc sur les plages de l'île de Cayenne, des problèmes qu'on peut lier justement aux éclairages publics, aux éclairages des maisons, puisque donc là on voit que la plage de Montjoly, il y a des maisons tout le long. Donc ça peut désorienter les tortues, les éclairages peuvent désorienter les tortues, elles vont avoir du mal à retourner en mer. Donc tout ça c'est un petit peu les enjeux de ces programmes-là, donc c'est à la fois concilier donc, une présence humaine très forte et des sites de ponte très importants pour ces espèces-là. Donc là je crois qu'on a quand même la chance, il faut le dire, d'avoir d'une manière générale un littoral qui est encore relativement bien préservé, beaucoup d'espèces qui sont encore présentes et une connaissance de plus en plus approfondie des outils de protection qu'il y a à mettre en œuvre pour continuer à concilier ce développement urbain d'un côté et puis les enjeux de conservation qui sont indéniables sur cette zone de l'Amérique du Sud.
La Guyane française est un bastion de biodiversité. Ces écosystèmes sont si riches qu'il faudrait plusieurs vies pour les étudier. C'est pour cela qu'il faut en prendre soin, pour que les générations futures aient, elles aussi, leur lot de découvertes, pour que la Guyane reste, et pour longtemps encore, la terre des possibles.